RDI Économie vous est présenté en direct de HEC Montréal pour une édition toute spéciale consacrée aux sièges sociaux avec la vente de Rona, du Cirque du Soleil, de Saint-Hubert. Et quand on vient un peu en arrière avec la vente de Provigo, d'Alcan, de plusieurs autres, est-ce qu'il est venu le temps d'avoir une stratégie réelle pour protéger les sièges sociaux? Dans les prochaines minutes, on va analyser les options possibles avec nous pour en parler. Yvan Heller, le président de l'Institut sur la gouvernance, et deux membres du comité, du groupe de travail qui a déposé en 2014 un rapport sur la protection des sièges sociaux. Claude Séguin, qui est vice-président principal au groupe CGI, et Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Quand on regarde les différentes solutions, puis on va essayer d'être le plus clair possible sur les solutions qu'on va présenter pour voir qu'est-ce que ça veut dire si on adoptait une des 5 solutions qu'on va présenter pour protéger ou en tout cas faire en sorte que les sièges sociaux ne partent pas trop vite ou ne partent jamais du Québec. En ce moment, il y a une option qui s'appelle l'actionnaire de contrôle. L'actionnaire de contrôle d'une entreprise, c'est un actionnaire qui a des actions, mais qui a une majorité de droits de vote. Actionnaire de contrôle. Il y en a plusieurs de ces entreprises au Québec qui ont des actionnaires de contrôle. On pense à Couche-Tard, on pense à Québecor, on pense au groupe CGI, on pense également à Power Corporation, Saputo, Cascade, BRP, Dorel, Jean Coutu, Cogeco, Transcontinental, Lassonde. Ce sont des entreprises donc qui ont des actionnaires de contrôle. Est-ce que c'est la bonne solution pour protéger les entreprises, M. Heller? J'y crois beaucoup. Je suis un chantre de cette solution-là. Il faut y ajouter cependant 8 entreprises privées, c'est-à-dire donc complètement privées. Il y en a maintenant 8 parmi les grands, c'est substantiel. Les Pomerleau, par exemple, de ce monde, les Garda, sont des entreprises entièrement privées, 100% détenues au sein de l'entreprise, sans actionnaire public. Donc ça, c'est sans actionnaire en bourse. Sans actionnaire en bourse. Et donc, oui, c'est une solution. C'est un modèle qui est fortement utilisé au Québec, au Canada et de plus en plus aux États-Unis d'ailleurs. Les risques en disent certains. Et donc, ça donne une grande pérennité à l'entreprise, ça la rend absolument inattaquable et ça permet de penser à long terme, de gérer à long terme, de planifier à long terme. Michel Leblanc. Je pense que c'est une excellente solution, mais il faut se rendre au bout de la logique. Quand M. Léger de Saint-Hubert, qui était l'actionnaire de contrôle par excellence, c'est sa firme décide de vendre, tout le monde se demande est-ce qu'on devrait intervenir ou pas. On a le modèle parfait, un actionnaire de contrôle, il a fait croître son entreprise. Un jour, on arrive à la conclusion qu'il veut vendre et que ce qui est le mieux pour l'entreprise, c'est de vendre à l'étranger. Je voudrais, moi, que des entrepreneurs du Québec aient racheté Saint-Hubert. Mais l'actionnaire de contrôle, dans cette situation-là, a jugé ce qui était bon pour son entreprise, peut-être pour... On comprend bien que des offres, il y a des offres hostiles et il y a des offres amicales. Ouais. Moi, je parlais des offres hostiles, bien sûr. Alors, quand on parle d'une offre hostile, c'est une offre qui vient et qui n'est pas sollicitée, il n'y a pas d'entente. Le Conseil n'est pas d'accord. Le Conseil n'est pas d'accord. Ouais. C'était vrai pour Rona et Lowe's en 2012. Oui. Et ce n'était pas vrai en 2016 parce qu'ils s'étaient entendus ensemble à ce moment-là. Monsieur Séguin? Oui, effectivement, l'actionnariat de contrôle était un sujet qui a été touché par le groupe de travail que vous avez mentionné. Oui. Et une des choses que le comité a souligné, c'est l'importance, à travers un des instruments qui est utilisé pour le contrôle, ce sont les actions multivotantes, qui ont été longtemps considérées comme une maladie et donc qui aujourd'hui, en fait, là, assurent le contrôle d'un grand nombre de nos institutions québécoises et pas juste québécoises. Et c'est vrai au groupe CGI, notamment. C'est vrai au groupe CGI, c'est vrai aussi à Facebook, c'est vrai à Google. Ah oui? Et c'est vrai chez Berkshire Hathaway de Buffett. Chez M. Buffett aussi. Et ce qui est important dans ce qu'on vient de dire, c'est pourquoi on pensait que c'était pas une bonne solution, parce qu'on disait que ça n'amènera pas de la bonne gestion. Les gens vont se sentir trop protégés. Mais on le voit avec les exemples qu'on a donnés, c'est des entreprises très bien gérées. Oui. Mais là, on comprend qu'il y a des entreprises qui ont eu la bonne idée de faire ça. Maintenant, les nouvelles entreprises qui vont en bourse, M. Allaire, vous dites qu'ils devraient aussi le faire dans un sens. Ils devraient penser à ça. Je pense que les nouvelles entreprises devraient certainement évaluer cette option. Absolument. Donner plus de pouvoir au conseil d'administration. Autrement dit, les conseils d'administration évaluent l'offre, qui est le prix, mais ne s'intéressent pas nécessairement aux autres parties prenantes, aux écosystèmes dont on parlait tantôt. Et au Canada, même pas. Au Canada, on a un système de réglementation qui est absolument particulier, qui est beaucoup plus très différent du système américain. Le conseil, il y a une offre qui est faite, le conseil devient un agent de vente de l'entreprise, point. Il est complètement dénué de tout pouvoir de dire non. Il faut changer ça?
Il faut réaliser que par rapport aux États-Unis, on est très vulnérable. C'est pas juste les entreprises québécoises, ce sont aussi les entreprises canadiennes. On a vu au cours des dernières années, donc Couche-Tard, par exemple, qui ont tenté d'acquérir une entreprise qui s'appelait Casey's aux États-Unis et il n'a pas réussi. Casey's pouvait dire non. Les entreprises canadiennes ne peuvent pas dire non parce que les actionnaires vont préférer avoir la prime d'acquisition plutôt que d'attendre une meilleure offre plus tard. On a vu Canadien Pacifique récemment tenter par 2 fois d'acquérir une société ferroviaire américaine et la société ferroviaire dit non. L'offre n'est pas intéressante pour nous. Je me rappelle que Alcan avait voulu acheter Alcoa aussi. Il ne pouvait pas. Hein? Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Non. Alors, ça existe. Bien sûr que ça existe. Partout aux États-Unis. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que, courte histoire, là, en 86, les autorités ont décidé que les conseils d'administration, dans les situations d'offres d'achat, ils étaient en conflit d'intérêts. Alors, on va éliminer le conflit d'intérêts, on leur donnera plus le pouvoir de dire non. En fait, c'est venu des commissions de valeurs mobilières canadiennes. Oui. Donc, ils interdisent les pilules empoisonnées qu'une entreprise peut utiliser pour se protéger, alors qu'aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission ne se mêle pas de ça. Alors... Le principe, on le voit ailleurs dans notre société, c'est simple, c'est non veut dire non. No means no. Et un conseil d'administration devant une offre d'achat hostile devrait, dans certaines circonstances, donner son nom. Et ce nom-là va être respecté. On le voit aux États-Unis, la formule existe, on peut l'appliquer ici. Alors, l'autre option qui est présentée, c'est de créer une sorte de fonds de protection. Et quand on remonte, ça fait pas très longtemps, là, élection de 2014, avril 2014, Jacques Daoust, qui est devenu ministre, qui ne l'est plus, mais qui allait le devenir, en campagne électorale pour les libéraux, disait ceci. On modifierait la politique d'investissement du fonds, et ça ne prend que la volonté du ministre des Finances pour le faire, de manière à autoriser le fonds à prendre des participations jusqu'à hauteur de 10 % dans nos meilleures entreprises susceptibles de faire l'objet d'offres d'achat non sollicitées. Voilà. Donc, on parle de prendre de l'argent dans le fonds des générations qui est à peu près à 10 milliards de dollars. Est-ce que c'est une bonne solution, ça? Bien, le gouvernement, puis tout parti confondu, là, je ne vais pas faire de politique partisane ici, disons, au fil des 30 ou 40 dernières années, n'a jamais réellement été très habile à gérer des questions d'entreprise. On se souviendra que le gouvernement a déjà pris le contrôle de Québec Air. On a déjà essayé d'organiser le mariage arrangé de Culinor. Et donc, aujourd'hui, ces sociétés-là ont disparu. Puis on se demande pourquoi on a consacré des fonds publics à ces éléments-là. Écoutez, c'est parmi les mauvaises idées, une des meilleures mauvaises idées. Oui. C'est d'abord 10 %. Une minorité de blocage, c'est 33 %. C'est un tiers. Donc, on est loin avec 10 % de pouvoir bloquer. Il faudrait que d'autres viennent s'ajouter. On le fait dans le cas de Rona. Avec Investissement Québec, la Caisse de dépôt, le Fonds de solidarité FTQ, pour bâtir une minorité de blocage. Mais si on le fait au moment où une offre publique a été faite, on achète donc le 33 % au prix fort. Et aussitôt qu'on a convaincu le marché qu'on a une minorité de blocage, le prix chute. Et vous vous retrouvez avec l'écart entre les deux prix et vous devez l'absorber comme payeur de taxes. C'est absolument une idée... C'est pas une bonne idée, M. Leblanc. Ce que j'allais dire, moi, j'ai tenté d'intervenir dans un cas récent qui était Ossisco. Ossisco, compagnie minière québécoise. On a l'ambition de créer une vraie grosse compagnie, offre d'achat hostile. Et là, on essayait de voir comment on peut protéger Ossisco dans ce contexte-là. On a demandé à la Caisse d'intervenir, Investissement Québec d'intervenir, Fonds de solidarité. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on intervient dans la crise, c'est très coûteux puis ça ne marche pas vraiment. C'est trop tard. Par contre, de penser qu'il y aurait un mécanisme à certains moments pour protéger des entreprises où on investirait, ça fait du sens. Mais là, je reviens à mon ami Claude, il faut protéger ça des politiciens. Parce que les politiciens, dans le jeu politique, vont toujours être appelés à faire pression pour intervenir. Et là, ils se commettent des erreurs. Oui, il y a 16 entreprises vulnérables. Elles ont une capitalisation présentement de 75 milliards. Un tiers de ça, c'est 27 milliards. Donc, on dit on veut bloquer, mais on ne les bloquera pas toutes. On va choisir. Donc, qui va choisir? Qu'est-ce qui est stratégique? Quelle entreprise on va décider? Elle est stratégique, on veut bloquer. Oui, puis... On embarque dans un fouillis. La conséquence pernicieuse d'une telle méthode,
c'est que lorsque tout le monde sait qu'une entreprise est inatteignable, le prix des actions va baisser. Bien, c'est ça. Alors, on va nuire à son développement plutôt que l'aider. Alors, vous proposez aussi une fiscalité plus avantageuse. Et là, je vais vous entendre, M. Séguin, là-dessus, parce que avec votre collègue Serge Godin, qui est le cofondateur du groupe CGI, M. Séguin disait dans la presse récemment, la fiscalité est un incitatif à vendre nos entreprises, ce qui contribue à la fuite des sièges sociaux. Tous les entrepreneurs sont pris avec ce problème-là. Effectivement, et c'était une des préoccupations du groupe de travail au moment où on s'est penché sur la chose. Les actionnaires de contrôle dont on parlait tantôt ont vieilli. Québec King a 35 ans et les actionnaires de contrôle ont passé 70 ans ou s'approchent de 70 ans, commencent à planifier ou ont déjà pensé pas mal à leur succession. Et une des choses qui s'applique partout au Canada comme au Québec, c'est que lorsqu'il y a un décès d'un fondateur, il y a un impôt qui s'applique, qu'ils aient vendu l'entreprise ou pas, il y a un impôt sur le gain de capital présumé sur la firme. Alors, il y a des montants de centaines de millions en jeu de dollars. Et ce qui arrive... Qui n'existe pas si l'entrepreneur vend son entreprise, c'est-à-dire, avant de partir. L'entrepreneur va payer un impôt sur le gain de capital s'il vend son entreprise, mais imaginez la situation une seconde. Il y a un décès d'un grand fondateur. Là, la famille, les descendants vont être pris avec l'entreprise. Il y a une facture de plusieurs centaines de millions de dollars d'impôts à payer dans les 6 mois qui suivent le décès. Ça va forcer la vente de nos fleurons. Alors, donc, c'est un peu de là que l'idée est partie. Est-ce qu'on peut faire comme en Europe, en Scandinavie notamment, où on diffère le paiement de l'impôt tant que le contrôle de l'entreprise est conservé au niveau de la famille, comme on fait dans l'agriculture et comme on a déjà commencé à faire pour certaines PME. Dernier point, nouvelle autorité réglementaire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Canada, en ce moment, il y a une autorité qui revoit les entreprises, qui doit approuver, en fait, les grosses transactions au-delà de 600 millions. Potash, par exemple, le gouvernement Harper qui avait bloqué la vente de potash à BHP. Est-ce qu'on pourrait avoir une autorité québécoise comme ça, M. Allaire? On peut certainement essayer. Investissement Canada, comme ça s'appelle, le gouvernement fédéral, a bloqué une transaction en 15 ans à cause du poids politique de Saskatchewan. Donc, en général, ils disent oui, parce qu'il y a toujours de bonnes raisons. Et je pense que ce serait possiblement non constitutionnel, mais ça, je laisse aux experts. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir de deux choses l'une. Soit, à l'exemple, actuellement, très peu d'intervention. Les forces du marché jouent. Il y aura toujours des bonnes raisons pour que ces transactions aient lieu. Ou, à l'inverse, énormément de pression sur les politiciens pour qu'ils interviennent. Et là, à ce moment-là, on aura une situation un peu absurde où la décision de vente devient une décision approuvée par des politiciens. Ça ne peut pas être la bonne solution. Cela dit, puis on va aller à Dominique Anglade dans quelques instants, mais est-ce que vous pensez que le gouvernement du Québec doit faire quelque chose en ce moment? Moi, je pense qu'il doit prendre un rôle de leadership pour amener un changement dans le cadre réglementaire des fusions et acquisitions des commissions des valeurs mobilières. Exactement, et aussi de reviser ses politiques fiscales quant à l'imposition des fondateurs. Surtout, moi, je pense, favoriser l'émergence de nouveaux sièges sociaux. La clé, c'est le renouvellement perpétuel de sièges sociaux forts et donc, c'est la croissance de nos entreprises qu'on veut favoriser. Bien, Yvan Allaire, Claude Séguin, Michel Leblanc, merci. Merci beaucoup. Est-ce que le gouvernement est prêt à mettre en place quelques-unes de ses propositions? La ministre Dominique Anglade répond à nos questions dans quelques instants.